Dans la nature, la plupart des animaux communiquent entre eux. Et certains paraissent manier un langage mystérieux et indéchiffrable. Les singes, eux, ont des cerveaux nettement plus développés. Et comme tous les animaux sociaux, ils doivent pouvoir rester en contact et veiller les uns sur les autres. Une forme de langage leur serait en principe bien utile. Ces singes vervés ont à peu près la taille de petits chiens. Et ils vivent en groupes stables constitués de parents proches. Ils sont par ailleurs des proies idéales pour différentes espèces de prédateurs. La plupart des animaux exposés aux prédateurs disposent d'un cri d'alarme général qui met en garde amis et parents contre une menace immédiate. Mais dans le cas de ces singes, le manque de précision serait catastrophique. La variété des prédateurs qui les menacent suppose une même variété dans les cris afin de choisir la parade la plus appropriée. Quand ils entendent le signal « serpent », ils se mettent sur le qui-vive et surveillent les mouvements de l'intrus. Quand ils entendent le signal « léopard », ils grimpent en haut des arbres, vers les branches minces où le léopard ne peut les suivre. Le signal « aigle » les envoie se cacher dans la partie la plus touffue des arbres. Ces trois cris différents améliorent considérablement l'efficacité de leur système de défense. Chacun de ces cris est-il l'équivalent d'un mot singe pour serpent, léopard et aigle. À la fin des années 70, certains scientifiques répondirent à la question par l'affirmative, déclaration qui révolutionna la conception de la communication animale. Mais le professeur Hauser reste prudent. Si les singes ont des mots, cela ne signifie pas pour autant qu'ils aient un langage. C'est une première indication que les animaux disposent d'éléments assimilables aux mots. Mais si l'on examine ce système en détail, on voit qu'il est très différent du système des mots humains. Si le système animal était semblable au système humain, pourquoi se contenterait-il de décrire un si petit nombre de choses dans l'environnement? Il devrait s'étendre, car dès qu'apparaît la notion de référence, on peut renvoyer à la réalité en établissant une relation arbitraire entre un son et un sens. Alors que les hommes emploient les sons pour représenter des milliers d'objets, les singes vervés, eux, ne peuvent parler que d'un nombre très limité de choses. La deuxième différence fondamentale est que les animaux ne communiquent qu'au présent. Je vois un léopard, je lance l'alerte « léopard ». Les vervés disposent en somme d'un élément basique du langage, un cri pourvu d'une signification spécifique, une sorte de mot. Et si les animaux allaient plus loin et se mettaient à parler comme les hommes? Dans les années 50, Keith et Catherine Hayes entamèrent des expériences sur le langage avec un chimpanzé nommé Vicky. Vicky fut élevé avec les enfants des Hayes avant le début du programme. Mais après 4 ans d'efforts, Vicky ne savait dire que 4 petits mots. Maman, papa, tasse et eau. C'est alors que les scientifiques découvrirent que les singes sont incapables de parler. La position de leur larynx les prive de la mécanique qui produit le langage articulé. Les singes nous ressemblent, mais nous sommes les seuls primates capables de langage parlé. L'évolution a séparé les hommes des autres animaux. Le plus extraordinaire quand on réfléchit à l'évolution du cerveau, c'est de constater que les animaux sont habités de pensées complexes, mais qu'ils sont incapables d'en parler. L'évolution a fait de la bouche humaine l'outil de la parole.
Je peux entrer en relation avec quelqu'un, puis aller voir quelqu'un d'autre qui n'en sait rien et lui décrire en détail ce que j'ai fait. C'est une faculté étonnante. Cela ne signifie pas que les autres animaux sont inintéressants. Mais nous sommes, semble-t-il, les seuls à pouvoir faire ça. La parole est donc l'apanage des hommes. Le langage l'est-il aussi ? Depuis de nombreuses années, une chercheuse tente de prouver que les animaux peuvent manier un langage. C'est en 1972 que Penny Patterson a commencé à travailler avec une jeune gorille nommée Coco. Elle savait que l'animal était incapable de mots articulés. Elle décida alors d'employer la langue des signes américaine pour tester ses aptitudes au langage. Coco connaît désormais 1000 signes et comprend 2000 mots parlés. Coco est devenue une star. Penny a toujours été proche de Coco. Et elle admet volontiers qu'elle ne l'observe pas avec toute l'objectivité du scientifique. Ses travaux ont fait l'objet de controverses, les critiques estimant que Penny attribue à Coco bien plus d'aptitude au langage qu'elle n'en a. Les primates nous ressemblent tant que nous sommes tentés de leur attribuer toutes sortes de talents humains. Le professeur Hauser a le remède aux comparaisons excessives. Faites le test. Prenez un comportement observé chez un animal qui nous ressemble et substituez-lui un autre animal qui ne nous ressemble pas du tout, comme une limace, un poulet ou une chauve-souris. Essayez ensuite d'expliquer son comportement de la même manière. Si ça marche, tant mieux, mais je crois qu'il vaut mieux être prudent. On est facilement tenté d'interpréter un comportement tout simplement parce que l'animal nous ressemble. Au centre chimpanzé de l'Université de l'Ohio, le professeur Sally Boysen dirige une sorte d'école pour chimpanzés. Contrairement à Penny Patterson avec Coco, Sally ne veut pas faire parler ses élèves. Elle s'intéresse à d'autres capacités cognitives. Ses assistantes et elle, Sally Boysen s'attaque actuellement à la difficile question de la reconnaissance des mots. Trouve orange. Très bien. Bobby fait l'objet d'une expérience sur 9 types d'aliments différents. Stéphanie, l'assistante du docteur Boysen, lui montre un objet et lui demande de choisir le mot correspondant sur un écran. Les mots apparaissent de manière aléatoire. Le chimpanzé n'a aucun moyen de deviner où ils vont apparaître sur l'écran. Il est récompensé par son aliment favori. Soda. Bobby, où est Soda? Où est Soda? Nous n'en sommes qu'au début de nos expériences sur la capacité des chimpanzés à associer les mots avec les objets ou avec les noms d'autres chimpanzés. Nous travaillons actuellement sur la reconnaissance du mot entier, mais nous retournerons ensuite à l'alphabet pour que l'animal aborde la construction du mot. Bobby paraît plutôt doué pour cet exercice, Où est banane? ce qui tombe bien vu son goût pour le chocolat. Il paraît examiner la situation et prendre des décisions réfléchies plutôt que de deviner la réponse. Bien, Bobby. Mais le centre chimpanzé n'est pas qu'une classe de maternelle pour primates. Le professeur Boysen étudie aussi la manière dont les chimpanzés vocalisent entre eux. Elle a mis au point un test qui permet de mesurer l'information transmise par les vocalisations et le degré de compréhension entre chimpanzés. Nous nous intéressons aux vocalisations naturelles des chimpanzés. Nous n'avons jusqu'ici exploré qu'une seule catégorie, les cris relatifs à la nourriture. Ces cris sont instinctifs. En captivité, comme dans la nature, les chimpanzés émettent des sons dès qu'ils voient de la nourriture. S'agit-il de simples réactions de plaisir ou de mots chimpanzés ?
Au centre, on présente aux animaux différents types d'aliments, des plus appréciés aux moins recherchés, et leurs réactions vocales sont systématiquement enregistrées. Shiba, assieds-toi. Reste là. On fait ensuite entendre l'enregistrement à un autre chimpanzé et on lui demande de désigner l'aliment correspondant. Bien, Shiba. Cacahuète. Nous avons joué avec les chimpanzés à un jeu très simple. Nous leur avons fait entendre les vocalisations enregistrées, par exemple un cri émis en présence de salade, qu'ils n'adorent pas. 4 images apparaissaient ensuite sur l'écran et ils devaient désigner l'image correspondant à la vocalisation. Et chose surprenante, ils choisissent à chaque fois avec précision l'aliment exact. Le professeur Boysen espère découvrir comment les chimpanzés identifient un cri de nourriture avec tant de précision, alors que ces cris sont très similaires pour nous. Dans les années à venir, nous allons travailler à identifier les éléments singuliers des cris qui déterminent les choix. À savoir, par exemple, comment ils décident entre bonbons et raisins, alors que beaucoup de caractéristiques acoustiques sont très proches. Haute fréquence, périodicité rapprochée, tempo. Les cris des nourritures moins appréciées sont émis à plus basse fréquence et sur un tempo différent. Est différent de Ce domaine d'investigation est resté jusqu'ici largement inexploré. Est-ce que tu es concentré? Les expériences du professeur Boysen s'inscrivent dans un projet plus large sur l'évolution qui a conduit les humains vers le langage parlé. C'est une piste intéressante pour la recherche des comportements vocaux que les chimpanzés auraient partagés avec notre ancêtre commun. De cet ancêtre commun, la lignée humaine a divergé de la lignée chimpanzé. L'évolution a mené à des résultats fort différents. Alors, quelle partie de l'organisation neurologique commune les chimpanzés ont-ils conservé? Nous avons évolué vers le langage articulé, alors qu'ils en sont restés à un système d'appel limité. Tandis que les chimpanzés vocalisent, d'autres animaux disposent de moyens plus mystérieux de rester en contact. Les éléphants passent leur journée en quête de nourriture et d'eau. Ils consomment quotidiennement jusqu'à 250 kg de nourriture et 160 litres d'eau. Chaque groupe d'éléphants doit se tenir à distance des autres afin que tous puissent trouver à se nourrir. Les scientifiques ont montré que chaque horde coordonne ses déplacements avec les autres, en particulier à la fin de la saison sèche, quand l'eau et la nourriture se font rares. Comment les éléphants communiquent-ils sur de grandes distances? Caitlin O'Connell-Rodwell, biologiste à l'université de Stanford, conduit une expérience au zoo de Auckland sur la place du bruit dans l'environnement des éléphants. Welcome to Zoo Lights, the new high voltage. Le monde sonore secret de ces paisibles animaux n'a été découvert que dans les 20 dernières années. Tout comme les chiens entendent des sons à très haute fréquence imperceptibles à l'oreille humaine, les éléphants entendent des infrasons ou sons à basse fréquence, inaudibles aussi pour l'homme. Les infrasons des éléphants ont été découverts au milieu des années 80 par Katie Payne. Dans un zoo, elle a senti des vibrations émises par des éléphants d'Asie. Et elle a compris que les animaux vocalisaient. Elle a enregistré ces appels à basse fréquence avec un équipement spécial. Les scientifiques pensent que les éléphants captent ces appels à basse fréquence dans l'air.
Mais Caitlin O'Connell-Rodwell soupçonne que les éléphants captent aussi des ondes à basse fréquence par le sol. Les infrasons peuvent parcourir dans l'air un maximum de 10 km avant de disparaître. Mais dans le sol, ils se maintiennent sur de bien plus grandes distances. Caitlin O'Connell-Rodwell entend mesurer ce que les éléphants perçoivent par leurs pieds. Les pieds des éléphants sont d'une sensibilité inattendue chez des animaux si massifs, et les personnels des zoos leur consacrent de vrais talents de pédicure. Caitlin O'Connell-Rodwell et son équipe installent à terre une grande plaque métallique reliée à une machine qui émet des vibrations. It's pretty good. That's 10. So the idea here with Donna is to L'idée est de placer l'éléphant sur cette plateforme où nous enverrons des vibrations de 5, 10, 15, puis 20 Hz. Ensuite, nous diminuerons progressivement l'amplitude afin de déterminer le niveau minimum de vibration que l'éléphant détecte. Donna est une femelle éléphant d'Afrique. L'installation est un peu laborieuse. L'équipement doit tenir le choc. Donna a été dressée à toucher le disque rouge chaque fois qu'elle détecte une vibration. L'équipe scientifique effectue ainsi des mesures précises de sa sensibilité. Nos recherches ici au zoo d'Auckland ont pour objectif de mesurer la sensibilité des éléphants aux vibrations. Après l'expérience en captivité, nous continuerons en milieu de semi-captivité en Afrique ou en Asie, là où les éléphants réagissent mieux à l'environnement sans être autant entourés de bruit. Elle l'a fait toute seule, non? Génial! Caitlin O'Connell-Rodwell est convaincue que les éléphants disposent d'une forme de langage. Si l'on étudie le langage animal et si l'on aborde la communication chez les éléphants, on découvre des choses magnifiques dans leur comportement. Ils s'expriment par le toucher et par le regard. Leurs yeux s'éclairent, ils se font des signes de tête. Il se passe des tas de choses dans leur intimité. Et pour eux, c'est certainement une forme de langage.